société responsable, famille responsable, ainsi que le disaient nos deux panélistes? Je vais plutôt épouser le point de vue de M. Moussamba. Parce que lorsqu'on parle de parricide, déjà il faut mentionner que c'est le fait pour un individu de tuer quelqu'un avec qui il a une relation à caractère sacré. Pour dire ici que lorsqu'il y a un meurtre d'un des parents, on parle déjà de désacralisation. Ça veut dire que le lien sacré a été rompu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour un tel individu d'arriver à ce point-là? Pour comprendre ce fait, je vais convoquer ici, bien entendu, la psychanalyse avec Freud. On se situe ici au troisième stade. On parle du troisième stade psychosexuel avec le complexe de Oedipe, où le petit garçon a des sentiments amoureux avec sa mère et la petite fille avec son père. Et la sortie, en principe, de ce stade, c'est la sublimation. Mais s'il y a meurtre, on comprend que il y a eu un Oedipe négatif. Ça veut dire qu'il y a eu un refoulement de la part des enfants de ces fantasmes-là. Puisque dans le complexe de Oedipe, la petite fille qui envie son père, elle a envie de tuer sa mère pour s'accaparer de son père. Et de la même façon pour le garçon, lui également, parce qu'il a des sentiments amoureux avec sa mère, il veut tuer avec sa mère, il veut tuer le père. Tout d'abord, il commence par l'admirer parce qu'il se demande comment est-ce que je peux faire pour que papa me regarde, pour que maman me regarde comme elle regarde papa. Ça veut dire qu'il y a d'abord cette admiration-là et également ce désir de haine. On parle d'ambivalence de sentiments. À la fois, il aime, mais à la fois, il veut le détruire. Mais maintenant, parce que le père est celui qui sanctionne. Si je fais ça, on parle de castration, angoisse de castration. Si je fais ça, alors le père peut me enlever mon phallus. Alors parce que à un moment, l'enfant veut conserver son phallus, qui est ici le symbole de toute puissance, il s'identifie au père. Il sublime et il s'identifie au père. Maintenant, lorsque l'Oedipe se passe mal, ça veut dire que les intériorisations des interdits ne sont pas, parce que c'est à cet âge également que le surmoi naît. Puisqu'au départ, l'enfant est ça, et ensuite il intègre le moi, et après il y a le surmoi qui est entre 3 ans et 5 ans. Donc à cet âge-là, si les parents vraiment ne donnent pas cette base-là à l'enfant, parce que ce sont les parents qui mettent le contenu dans le contenant qui est l'enfant. Alors si à cet âge-là, les parents ne mettent pas le bon contenu, l'enfant va refouler le sentiment, et lorsqu'il va devenir peut-être dans l'adolescence où les sentiments refoulés vont ressurgir, alors le passage à l'acte n'est pas loin de là. Alors, je vous propose notamment de tenter de mettre le cap sur Garoua, là-bas dans la région du Nord, où notre correspondant nous attend. Charles Leblanc-Moisseau, j'espère que vous êtes en ligne. Hein, vous avez vécu tous ces faits d'actualité là-bas. Ce garçon-là qui a enlevé, ôté la vie à sa génitrice, à sa maman. Alors, dites-nous d'abord comment se couche Garoua ce soir. Bonsoir Carlette et Sou, bienvenue dans la région du Nord. Ce soir, il faut dire que après la canicule, il y a donc cette brise vespérale qui souffle, l'harmattan qui souffle pour amener un peu de fraîcheur au milieu des Nîmes. Je pense que la balade au bord de la baignoire ne fait que du bien aux promeneurs de ce soir. Alors, je le disais il y a un instant, Charles Leblanc-Moisseau, là-bas à Garoua dans la région du Nord Cameroun. Et il y a donc ce fait de roi qui a eu lieu il y a quelques jours seulement. Ce garçon qui a ôté la vie à sa mère. Revenez, rappelez-nous quelques informations sur ce fait Christ-là. Il y a eu effectivement ce jeune de 17 ans qui a mis fin à la vie de sa maman
le jeune Iliassou, il y a quelques jours dans la capitale régionale du Nord. En réalité, la maman avait remis une somme de 10 000 francs à son enfant pour aller faire quelques emplettes, mais celui-ci a distrait cet argent-là, et quand la maman a demandé le compte rendu, il s'est fâché, il est revenu nuitamment ôter la vie à sa maman en lui fracassant le crâne. Et la gendarmerie nationale a fait le reste. Il a donc été appréhendé. La justice est en train de faire son travail pour qu'il mérite véritablement ce qu'il aura sémé. Alors, Charles Lebon, que pense la population de ce type d'assassinat? Du moins, en ce qui concerne ces parricides, c'est vraiment la consternation, l'émoi, la sidération générale. Vous savez, les parents sont sacrés, surtout dans cette partie septentrionale. On ne lève pas la tête quand la maman ou le papa parle, et qu'un enfant arrive à ôter la vie à ses parents. C'est quelque chose de scandaleux, ce n'est pas le bon exemple et ça fait courir d'encre de salive dans la ville. Les médias qui sont ici ne parlent que de ça dans leurs débats et même dans les mosquées, les prêches des oulémas et autres, dans les églises, on prêche tout autour de cela pour condamner cette attitude. Et vous le savez, il y a la consommation de la drogue, le fait d'avoir un grand voisin avec ses frontières poreuses qui font que parfois c'est par là que les stupéfiants entrent et il y a des jeunes qui sont entraînés par la mauvaise compagnie et ne manquent pas d'en consommer et ce sont des choses, c'est le temps et à la sensibilisation, on interdit cela par ici. Merci Charles Lebon Nuesso pour cette correspondance particulière depuis Garoua dans la région du Nord. Très bonne soirée à vous. Voilà, merci d'avoir pris du temps pour écouter la voix du Septentrion. Nous souhaitons bonne aventure. Merci bien Charles Lebon. De retour sur ce plateau, notre correspondant a la même vision que vous. Les drogues sont en partie responsables de ce type de phénomène. Jean-Claude Messomo. Les drogues sont responsables pour ces parricides. Avant les drogues, il y a l'éducation. Il y a une plateforme qu'on appelle la famille. Si rien n'est fait là-bas, les drogues deviennent une conséquence. J'ai fait des activités dans le Nord. Il y a tellement de drogues locales et conventionnelles. Et les jeunes sont versés dedans. Il y a des dealers de 13 ans, 11 ans, 9 ans. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les pouvoirs publics ne font rien. C'est-à-dire, ils ne font rien. Vous ne pouvez pas le dire puisqu'il y a des centres d'addictologie qui existent même ici à Yaoundé. Quand je parle de pouvoir public, je vais aller plus haut. Je dis que les gens qui ont les ressources pour lutter contre ce fléau, ils ne le font pas. On ne bagarre pas contre la drogue étant au bureau. Vous en connaissez? Vous êtes rendu à l'hôpital central de Yaoundé où tout un centre d'addictologie existe avec des jeunes qui sont plutôt nombreux de ce côté-là. J'y étais personnellement et je salue au passage le docteur Marilène Keme qui s'en charge. Je parle avant d'arriver dans les hôpitaux, je parle du terrain. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. C'est impossible. Parce que si un enfant pose une drogue sur une table et que le parent ne connaît même pas, ne peut pas identifier la drogue, c'est déjà un problème. Si le responsable social même qui dit lutter contre la drogue ne peut pas reconnaître telle ou telle drogue, c'est un problème. C'est pour ça que je dis que nous avons un problème social très grave. Un problème de typologie d'abord. Parce que nous avons les drogues locales et les drogues conventionnelles. Et les jeunes sont versés dans les drogues locales parce qu'ils n'ont pas de sous pour payer les drogues conventionnelles. Ça fait que nous avons un problème très grave entre les mains. Moi, j'ai fait une remarque sur le terrain. C'est-à-dire que les jeunes préfèrent prendre les choses qu'on consomme
que je ne peux pas citer à la télé parce que d'autres peuvent prendre ça. Les trucs où on mange, mais qui transforment ça en drogue. Alors, vous êtes notamment promoteur d'une agence spécialisée dans la lutte anti-drogue. On en parlera tout à l'heure des solutions que vous apportez, notamment pour juguler ce phénomène-là. Je vous propose à vous trois de suivre notamment l'avis du patriarche Bingono, qui est en ligne et qui brûle d'envie de prendre la parole sur la question notamment. Bonsoir, patriarche, vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Alors, dites-nous, à votre avis, qu'est-ce qui peut justifier ces actes de parricide dans nos sociétés? Qu'est-ce qui peut justifier les actes criminels? Les actes criminels ont-ils vraiment une explication, une justification, une raison? Néanmoins, il y a des hypothèses que l'on peut poser. Il y a d'abord la recherche du gain facile, la recherche d'accès à de l'argent massif, mais par les voies occultes. Il y a cette première raison. On veut s'enrichir de façon rapide et de façon exponentielle, sans avoir la patience de l'ardeur du travail, alors on peut passer par les voies du crime. Et il s'agit donc de crimes rituels, la vente des âmes pour accéder à de hautes finances, à des biens matériels. Il y a la recherche de prospérité sociale. Je voudrais parler des postes chez ceux qui travaillent dans l'administration ou dans des entreprises qui travaillent quelque part. On peut procéder par le crime dans l'espoir que on sera nommé à des postes admirables, à des postes appréciables. La recherche des postes. Ces deux voies, ces deux modalités sont celles que je mets en exergue. Il y a maintenant des cas de possession par des forces maléfiques des individus. Là, on est possédé, on est mu par des forces extérieures qui vous poussent vers le crime. Je ne fais que établir quelques hypothèses. Alors, au moment où on pose l'acte, on n'a pas de conscience. Et la conscience ne vient que quand l'acte a déjà été posé. Mais ces cas-là sont rarissimes. Parce que là, il faut appartenir soi-même à des confréries mystiques. Et ces confréries mystiques-là, quand elles vous possèdent ainsi et vous poussent vers le crime, c'est également dans la perspective prétendue de vous faire accéder soit à des biens matériels, soit à de la haute finance, soit à des nominations, à des postes à des postes qui rendent jaloux. Il y a d'autres motivations, mais les fondamentales sont celles que, pour mon compte, je viens d'exprimer. Merci beaucoup, patriarche Bingono, anthropologue par ailleurs. Alors, j'ai envie de recueillir la réaction du sociologue sur ce plateau, docteur Sylvestre Noah. Le patriarche et anthropologue Bingono parle plus exactement de la recherche facile du gain, de la prospérité sociale, compte tenu du fait de ce qu'on observe concernant le profil des acteurs de ces crimes dans la société. Ils ne sont pas seulement drogués. Exactement, merci madame. Certains ont de bons profils sociaux. Justement, et j'ai fait mienne les deux premières hypothèses du docteur Bingono, notamment à l'intérêt social, voire à la distinction sociale et à l'intérêt économique. Et ça nous ramène justement au cœur du débat. Vous vous souvenez sans doute quand, lors de mon propos liminaire, je parlais justement que le crime se nourrit de la société. Il se nourrit de la société parce que c'est quoi en fait la société? La société, c'est ce que nous avons en commun. C'est ce qui nous permet d'interagir.
Ça signifie quoi par là? Ça signifie que nous interagissons dans la société sur la base d'un certain nombre de règles ou de normes qui plus ou moins peuvent être acceptées ou contestées. Et alors dans le cas présent de nos sociétés, et pour la raison pour laquelle justement la société globale est interpellée, parce que vous allez justement remarquer qu'un ensemble de normes qui participent justement à protéger de la société, qu'on peut appeler ici comme étant des garde-fous. Donc des garde-fous, justement, du point de vue de leur transmission de génération à génération, cette transmission-là peut avoir des difficultés. Et peut avoir des difficultés en quel sens? Au sens justement que d'un point de vue sociologique, on considère généralement qu'il y a deux âges de la socialisation. Il y a ce qu'on peut considérer comme la socialisation primaire et puis ce qu'on peut considérer comme la socialisation secondaire. Et c'est la socialisation primaire qui semble très importante. Pourquoi semble-t-elle très importante? Parce qu'elle participe de ce qu'on peut considérer ici comme la formation de la personnalité de base. Et quels sont les agents qui interviennent traditionnellement à ce niveau? C'est par exemple, d'abord, premier plan, la famille, comme le disait M. Moussomo, mais aussi des acteurs tels que l'église ou l'école. Mais sauf que dans le cas de nos sociétés aujourd'hui, il y a comme des formes d'inclusion à ce niveau des agents de socialisation. C'est-à-dire, on se retrouve parfois en train d'avoir des agents de socialisation qui ne sont pas du ressort de nos sociétés. J'entends quoi par exemple par là? J'entends par exemple la télévision ou le téléphone portable. De plus en plus, le téléphone portable pénètre très tôt. Je dirais même que le téléphone portable arrive au berceau de nos enfants. Et le téléphone portable ou la télévision, ce sont des modes de communication, bien des modes de socialisation aujourd'hui qui malheureusement portent à l'extraverti. Donc c'est-à-dire transmettre des normes et des valeurs qui ne sont pas toujours les normes de nos sociétés. Du coup, on se retrouve donc dans une forme de société où des socialisations sont en concurrence. On a des socialisations endogènes qui devraient être en principe les seules socialisations étant entendu qu'un individu, c'est d'abord une appartenance à une société distincte. On se retrouve aujourd'hui donc avec des socialisations exogènes et qui, ma foi, quelquefois même prennent le dessus sur nos socialisations internes. Il y a un de mes anciens au département, le professeur Leca, parfois une expression là, que de plus en plus, beaucoup d'enfants sont de parents inconnus. Pas au sens de l'absence de la déclaration de paternité, mais parce que les agents de socialisation qui sont exogènes arrivent même à ravir la vedette aux parents. Pourquoi? Justement parce que la plupart des parents, compte tenu de la réalité de nos sociétés aujourd'hui, se retrouvent par la force des choses à se trouver absents dans leur milieu. Et donc, lorsqu'ils se retrouvent absents dans ce milieu, ce qui crée paradoxalement, sans le vouloir, ce qui donne le pouvoir à ces autres agents de socialisation qui seront la télé. Quand vous prenez les bouquets des différents distributeurs, vous pouvez les compter à l'infini, le nombre d'agents de socialisation que nous-mêmes, nous faisons entrer dans nos sociétés. Si vous prenez le téléphone portable, vous allez même voir que même avec les réseaux sociaux, par exemple, sans publicité Facebook, même le monsieur même qui a fondé Facebook vous dit qu'il y a un certain âge pour pouvoir avoir un compte Facebook. Mais dans nos sociétés, ce n'est pas toujours un aspect sur lequel nous sommes attentifs, on s'en fout. Alors si Zuckerberg a pensé qu'il fallait un âge pour avoir un compte Facebook, ça signifie que sans doute, il était conscient du pouvoir toxique qu'un pareil réseau social pouvait avoir. Et vous imaginez donc qu'il intervient à la formation de la société, de la personnalité de base, à un âge où l'individu n'a pas encore une certaine lucidité pour pouvoir être capable de crier, de faire la distinction du bon du livret. Alors, ça commence à être difficile, puisque vous savez sans doute, l'enfant est le père de l'homme. Or, au niveau de la socialisation secondaire, il y a des choses qu'on peut rattraper parce que l'individu est déjà assez structuré. Si sa socialisation de base a été suffisamment bien préparée, il est possible qu'il soit opposé à des influences qui peuvent aller contre un certain nombre de valeurs qu'il a reçues à son initiation. J'ai envie de donner la parole à Ogré Pokam, psychologue, pour que vous embrayiez notamment sur cette question-là.
Pourquoi aujourd'hui n'arrive-t-on pas à rattraper ces écarts chez l'adulte? Tout comme le sociologue a dit, la personnalité d'un enfant se construit entre 0 et 6 ans. Entre 0 et 6 ans, c'est où les parents mettent le contenu qu'il faut dans le contenant qui est l'enfant. Ça veut dire que tout ce qui est bien, tout ce qui est permis, tout ce qui n'est pas permis, c'est à cet âge-là que les parents ont encore cet avantage-là de dire à l'enfant et que l'enfant soit dans l'exécution et que l'enfant soit dans l'intériorisation des interdits. Parce que, une fois adolescent, on ne peut pas rattraper. Une fois adolescent, on est dans la rééducation. Parce que quand on a dépassé cet âge-là, les apprentissages deviennent difficiles puisque la personnalité de l'enfant est construite. Vous allez voir un enfant qui a 7 ans, qui s'affirme déjà, qui quand il dit non, c'est non. Qui est capable de dire je veux ceci, je veux cela, parce qu'il sait que ceci lui est permis et ceci ne lui est pas permis, parce que ce sont les parents qui ont construit cette personnalité-là. Alors, si à un moment, si un temps soit peu, les parents sont démissionnaires ou bien que les parents sont abandonnés au point de laisser que ce soit la rue qui éduque les enfants, que ce soit le voisinage qui éduque les enfants, encore que ce voisinage-là, on ne sait pas vraiment quelles sont leurs moralités, quels sont les principes, parce que avant tout, avant d'être des enfants de famille, on appartient à une culture. Et c'est de la relève des parents de nous transmettre cette culture-là, de nous transmettre cet héritage-là qui va faire de nous des hommes bien ou bien des hommes, je n'ai pas envie de dire... Alors, ne finissez pas justement le temps pour nous d'entrer encore en contact avec Binkono Bingono, anthropologue et patriarche, traditionnaliste notamment. Alors, pour vous, patriarche, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire notamment pour éviter de tels crimes? Qu'y a-t-il lieu de faire pour essayer de mettre fin à ces actes odieux? Il n'y a rien à faire, mon enfant, parce que de tout temps, le jour chassera la nuit et la nuit chassera le jour. Il ne viendrait jamais un moment où on vivra uniquement dans la clarté du jour, ni un moment où on s'enliserait uniquement dans les vices. Pourtant, il faut revenir au canevas normatif que j'ai évoqué au départ de cet entretien, c'est-à-dire aux lois. Les lois sont là pour réguler la société. La vraie question qu'il faut se poser, c'est que faire pour faire respecter la loi? Il faut faire respecter la loi. On commence par la sensibilisation. Disons même qu'on commence par l'éducation des enfants et de la société. La deuxième posture, c'est la sensibilisation. Quand la sensibilisation n'a pas marché, alors la loi doit être répressive. La loi répressive doit s'exprimer. Qu'est-ce qui se passait dans le temps? Celui qui se rendait coupable de ce genre de méfaits, il y avait deux modalités. Soit il était puni de peine de mort en public. On lui tranchait la tête en public pour décourager tous ceux qui auraient le soupçon de ce genre de prétention criminelle. La deuxième loi était l'ostracisme. C'est quoi l'ostracisme? C'est l'exil social. On vous chassait de tout contact avec la communauté humaine, avec les lieux qu'arpentent les membres de la société. Vous n'aviez plus le droit d'aller puiser de l'eau où va tout le monde, d'aller laver vos assiettes ou vos vêtements ou votre corps dans les mêmes portions de rivière. Vous n'aviez plus le droit de fréquenter les lieux où les membres de la communauté fréquentent. Et là, c'était plus fort que la mort parce que vous étiez réduit à l'état de bête. Et ce qui se passait, c'est que généralement, à 90%,
ceux qui étaient frappés de ce genre d'ostracisme, eh bien, ils se suicidaient. Ils se donnaient la mort. De nos jours, il est difficile, avec le paradigme de droit de l'homme, de revenir à la grande loi répressive. Pourtant, il faut bien qu'on y revienne. Si je redis ce que la communauté peut faire aujourd'hui, patriarches et matriarches peuvent se retrouver, prendre une posture de purification prévisionnelle, prononcer une incantation punitive, et le genre de punition qu'on a choisi pour des mécréants de cette nature, ce genre de punition frappe dans un délai de 9 jours. Donc les modalités existent quand même. Simplement, faisons respecter la loi et ne manquons pas, ne faisons pas la fine bouche pour le côté répressif, la répression. Ah oui. Merci, Patriarche. C'est bien entendu. Ici, sur le plateau, vous, Jean-Claude Mossomon, vous avez notamment quelques solutions, vous qui parliez, qui attribuez la responsabilité de ces actes-là à la drogue, notamment aux effets des drogues. Quelles sont les solutions que vous apportez notamment au sein de votre agence de promotion de lutte anti-drogue en milieu scolaire, en communauté d'appui psychosocial aux victimes de drogue? Si vous permettez, je voulais ajouter un truc. Allez-y. Ce que le patriarche a dit. Le patriarche a parlé de quelque chose de très important, la possession. Mais moi, je vais dire ceci. C'est trop facile de virer à la possession. Ça serait trop facile parce que une personne qui tue, qui étouffe, qui découpe et garde le corps, pas faire les retraits d'argent, cette possession est trop intelligente. Je crois qu'il faut revoir, mais je l'ai dit, c'est son point de vue. Moi, je ne crois pas à la possession. Je sais que la drogue, c'est une conséquence. Quand tu consommes les drogues, ça altère tes comportements, ton comportement. Ça change ton organisme. Donc, tu ne peux pas prendre une drogue forte et t'attendre à poser les actes positifs. Non, c'est impossible. Quelles sont les solutions que ACD propose? Premièrement, d'abord, ACD demande à l'État de mettre vraiment de taper la main sur la table. Parce que quand il y avait le Covid ici, on a vu comment il y a eu des mesures. Il y a eu un désordre à Douala où il y avait des bandits de grands chemins partout et l'État avait tapé la main sur la table. On voit les jeunes drogués partout, au vu et au sur tout le monde. La proposition qu'on fait est la suivante. Il faut que les parents reviennent à des meilleurs sentiments. Que les parents comprennent qu'ils ne peuvent pas aimer les enfants plus que Dieu. Que les parents éduquent les enfants. Audrey a parlé tout à l'heure de la transmission entre 1 an, 0 à 6 ans. Hier, pendant le match de la Champions League, j'ai vu un enfant dehors à 22 heures. Je lui demande que tu fais quoi dehors. Il me dit qu'il voit le match. Un enfant de moins de 10 ans. Je lui demande qui va t'ouvrir la porte à la maison. Il dit que maman va ouvrir la porte. Moi, ça m'a dépassé. Voilà. Quelles sont les solutions que vous proposez au sein de votre agence pour lutter contre le phénomène de Les drogue? parents doivent revenir à de meilleurs sentiments. Ils doivent prendre les responsabilités. C'est quoi la sensibilisation? Oui, les parents doivent prendre... Parce que l'éducation commence à la maison. Et nous, on prend le relais. C'est entendu côté parents, mais vous, au sein de votre agence, quelles sont les formations qu'on propose? Il y a des formations qu'on propose, que ce soit aux parents, que ce soit aux acteurs éducatifs. Il y a des formations qu'on propose parce que, comme je vous ai dit tantôt, on ne peut pas lutter avec un ennemi qu'on ne connaît pas. Il y a des formations sur les typologies de drogue, comment parler au cœur de l'enfant, comment aider ton enfant à sortir des drogues, comment même savoir si ton enfant veut y aller vers les drogues, comment vivre avec ton enfant. Quelques pistes, vous nous donnez quelques indications, comment le savoir justement? Comment savoir que ton enfant est dans les drogues? Ça dépend des drogues. Je vous ai dit tantôt qu'il y a les drogues fortes, il y a les drogues moins fortes. Ça dépend. L'enfant peut être... il est toujours dans un sommeil et quand il dort,
c'est comme s'il jouait un match de football. Il a la sueur partout. Ce n'est pas un sommeil normal. Ce n'est pas un sommeil normal. Ça, c'est un enfant qui prend des drogues fortes. C'est pas un sommeil normal. Mais malheureusement, les parents n'observent pas. Parce qu'il y a une méthode. La méthode OIA, O comme observation, I comme interprétation, A comme application. Si tu observes bien, tu pourras bien interpréter, tu pourras bien appliquer. Les enfants sont abandonnés. Ils s'éduquent eux-mêmes. C'est entendu. On a peu de temps, justement, on va aller au journal avant de poursuivre ce débat. Il est 19h et c'est l'heure du journal sur CRTV News. Mesdames, Messieurs, Twilight se poursuit juste après le 19h. À tout à l'heure. Merci de nous rejoindre à nouveau sur Twilight. Twilight ce soir qui table sur les parricides, tous coupables. Et là, avancer sur le champ des solutions, notamment vous avez écouté Bingono, anthropologue et traditionnaliste tout à l'heure, qui donnait en guise de résolution de cette question de parricide le respect de la loi et quelques points comme la mise à l'écart de ces mécréants. Alors, docteur Noah, une réaction. Ok. Bon, justement, en termes de solutions, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que dans toute société, on retrouve toujours des communautés parallèles. J'entends par là des communautés parallèles, des communautés déviantes. Mais le travail que la société doit faire en tout temps, c'est de rendre ces communautés-là marginales. Et c'est là où intervient justement la norme, donc ce qu'on peut appeler ici les garde-fous. Si les garde-fous sont brisés, c'est-à-dire on se retrouve donc dans une société qui naturellement a des règles, mais des règles qui ne peuvent ni jouer le pouvoir de dissuasion, ni jouer un pouvoir de sanction. Et lorsque la règle qui est supposée être la bonne ne peut plus ni jouer le pouvoir de dissuasion, ni jouer le pouvoir de sanction, alors ces règles-là est menacée par la règle déviante et qui a de fortes chances de prendre des proportions et de s'installer confortablement. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec le phénomène de Grogue dont parlait M. Mousson tout à l'heure, qui prend de l'ampleur dans nos sociétés. Ce phénomène-là gagne de la place. Pourquoi justement? Parce que la règle qui était supposée empêcher ce dérapage-là ne joue plus donc ce rôle. Vous proposez quoi comme solution? La solution, elle est simple. On ne va jamais le dire. Toute société n'existe que dans la perspective de la durée, dans la perspective de s'inscrire dans le temps long. Et ce qui permet aux sociétés de s'inscrire dans le temps long, ce sont des normes qu'elles acceptent de s'établir. Et lorsque donc vous êtes établi, vous aviez érigé vos normes, vous avez le respect de leur donner, vous aviez l'obligation, tant pour moi, de leur donner la place qui doit être la leur. Et à ce point, être donc intransigeant vis-à-vis des communautés invisibles pour laisser la place et plus de force aux communautés visibles qui sont supposées être régies par les normes que vous aviez décidé de promouvoir. Si vous avez donc une flexibilité, ça nous amène donc à ce que Durkheim appelle la nomique. Vous aviez des règles supposées qui sont censées régir vos comportements, alors même que ces règles-là n'existent plus. Alors, je vous propose de prendre la réaction tant attendue de Placide Chiga. Il est le chef service de la protection de la famille au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Merci de nous rejoindre en direct sur ce plateau, Placide Chiga. Alors, dites-nous comment se déploie votre ministère, notamment le ministère de la promotion de la femme et de la famille, pour aujourd'hui prévenir les parricides dans notre société. Bonsoir Carlette et bonsoir à tous les panélistes sur le plateau. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. S'agissant de la question à l'ordre en débat ce soir, la question des parricides, nous observons dans notre société de plus en plus
pas seulement des parricides, même des matricides, des infanticides, parfois des violences de manière générale, qui parfois ôtent la vie à des personnes, parfois mutilent d'autres. C'est malheureusement un phénomène que nous déplorons au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et qui nous interpelle au plus haut point. À cet effet, au ministère de la Promotion, malgré la modestie des ressources que nous avons, nous essayons de mettre en œuvre certains programmes, nous élaborons certains programmes et que nous essayons de mettre en œuvre. Par exemple, nous avons élaboré tout un programme sur la parentalité positive, parce que, voyez-vous, ces questions remettent au goût du jour la question de l'encadrement des enfants dans la cellule familiale, donc au sein de la famille. Il est important de revoir les codes que nous utilisons aujourd'hui pour encadrer les enfants que nous avons dans nos maisons, qui sont par ailleurs nos enfants. L'encadrement de l'enfant tel qu'il a été hier ne peut plus être le même encadrement aujourd'hui, avec l'essor des médias et des réseaux sociaux, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui influencent déjà cette cellule et influencent également le comportement de nos enfants. Et il est important que nous, parents d'aujourd'hui, nous adaptions, ou bien que nous adaptions nos comportements, nos façons d'agir par rapport aux mutations sociales qui impactent dans nos jeunes enfants. Et c'est les mêmes enfants qui, au-delà de la famille, lorsqu'ils sont sortis du cocon, parfois subissent l'influence des pères. À ce moment-là, on va interpeller la société de manière générale. Donc, le programme de parentalité positive est dans ce document qui nous aide à renforcer les capacités des parents à mieux prendre en charge les enfants dans le contexte actuel. Et il n'y a pas que ce programme. Nous avons toute une stratégie qui a été élaborée, la stratégie. Alors, Placide Tiga, vous poursuivez, vous parliez d'une autre stratégie. Pouvez-vous poursuivre, s'il vous plaît? Oui, je parlais de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Il s'agit d'une stratégie qui a été élaborée pour lutter contre toutes les violences qui sont faites principalement aux femmes et aux filles dans notre société. Et vu l'ampleur de ce qui se passe autour de nous avec cette fréquence de féminicide, nous essayons comme ça de mettre en œuvre des interventions au sein des communautés, au sein des familles, des actions justement qui visent à limiter ce genre de comportement. Donc il est question pour nous de mettre en œuvre à travers la stratégie du social behavioral change, du changement social et comportemental, des actions qui visent à changer le comportement des personnes. Et ces actions dans cette stratégie nous amènent aussi à promouvoir la communication non violente au sein de la famille. Parce que les questions de gestion des conflits nous semblent prégnantes. Et l'un des points qui nous intéresse en matière de gestion des conflits, c'est la promotion de la communication non violente au sein des familles et au sein des communautés également. Et pour cela, nous travaillons avec les leaders communautaires qui sont les religieux, les leaders traditionnels, les chefs traditionnels, les présidents des associations, que ce soit les associations de femmes, des jeunes. Et de plus en plus, nous descendons dans les quartiers, on travaille avec les associations des familles parce que nous avons constaté que beaucoup de familles se regroupent de plus en plus. Et ce sont comme ça des occasions pour nous, lorsque des personnes se regroupent en association, par exemple une association familiale, nous demandons juste quelques temps pour débattre d'un sujet très généralement qui traite des questions de violence au sein de la famille. Et comme ça, on essaie de passer le message. Et les portes du ministère de la famille sont ouvertes pour tous ceux qui font face aux questions de violence. Donc, nous sommes là. Nous avons déjà des experts qui sont formés au ministère, au MINPROF, et qui ne demandent qu'à accompagner les cibles qui en ont besoin.
Merci Placide Chiga pour cette riche contribution au débat de ce soir. Je rappelle, vous êtes chef service de la promotion de la famille au ministère de la promotion de la femme et de la famille. À votre suite, on va de nouveau prendre en ligne le patriarche Bingono, anthropologue qui attend. Alors patriarche, vous souhaitez réagir notamment sur cette question, celle des conséquences sur le plan traditionnel. Est-ce que ces mécréants qui commettent ces crimes crapuleux devraient craindre certaines conséquences sur le plan traditionnel? Auteur de matricide, de parricide, d'assassinat de toute forme, eh bien, il y a des représailles au plan culturel. L'on se souille d'abord soi-même et cette souillure va accompagner ce odieux auteur toute sa vie durant. Il sera souillé et ne pourra pas prospérer dans sa vie. Ça c'est d'un. Et de deux maintenant, malheureusement, s'il a une progéniture, sa progéniture est souillée. Elle est souillée de façon, on dirait, héréditaire. Et au moins jusqu'à la 3e génération. Ce n'est pas un bibliste qui parle, je parle en tant que expert en loi traditionnelle. Au moins jusqu'à la 3e génération, la souillure va suivre. Cette souillure-là va le suivre. Alors, qu'est-ce qui se passait dans le temps et qu'est-ce qui se passe dans les milieux où on respecte encore la coutume? On procède à des rites de purification pour préserver la descendance de celui-là, pour préserver ses enfants. On procède à des rites de purification et ces rites-là, ils pesent de leur poids, ils existent. Il y a encore des experts pour les pratiquer. Mais l'auteur lui-même, c'est la répression dont on a besoin pour lui. La répression radicale, c'est d'elle dont on a besoin. Et cela doit être fait publiquement afin donc de décourager toute forme de velléité de la même nature. Merci patriarche Bingono, anthropologue. Merci pour cette autre prompte réaction sur le plateau de Twilight ce soir. Le débat se poursuit notamment avec ces pistes de solutions pour notamment éradiquer ces parricides dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, je viens à vous, Ogré Pokam, psychologue clinicienne. Tout à l'heure, Placide Chiga du MINPROF du ministère de la promotion et de la femme et de la famille parlait d'un programme de parentalité positive. Alors dites-nous comment distiller ou alors déposer en son ou ses enfants des bonnes valeurs à l'heure des réseaux sociaux. Déjà, je ne vais pas parler de solutions face au parricide, parce que si on parle de parricide ici, on va dire que c'est juste un dommage collatéral, parce que c'est l'expression d'une souffrance d'un individu, d'un mal-être profond, que à un moment il y a eu des signaux d'alerte et la société a fermé les yeux sur ça, notamment la famille. Il y a une souffrance qui était perpétuelle et qu'à un moment on a dit peut-être que c'est pas le moment ou bien c'était pas le bon moment et que finalement, parce que quand je prends seulement le cas de Yaoundé, il était à son 2e forfait. Il y a eu un premier meurtre et puis on a dit bon, c'est pas grave parce que c'est pas moi. Parce que on va vite y aller parce que le temps nous tient à gauche. Finalement, quand il y a un 2e meurtre, c'est ce qui alerte des gens. Moi, je voudrais déjà amener les gens à être attentifs et vraiment être en alerte autour d'eux. Ça veut dire qu'ils doivent pouvoir observer et identifier quels sont les signes
et les éléments et de savoir que ici il y a mal-être, ici vraiment il y a une nécessité d'écoute. C'est comme une passe donnée à Jean-Claude Messomo, vous qui luttez notamment contre les drogues dans la société. À quel moment est-ce qu'un parent doit s'inquiéter pour son enfant? Quels sont les signes précurseurs? Pour un parent, le parent doit bien observer son enfant. C'est-à-dire, il doit veiller, même dans la chambre, le parent doit fouiller même la chambre, mais le parent doit doit d'abord connaître ce qu'il fouille. Quelle est la drogue qu'il fouille? Parce que l'enfant peut être sournois. Un enfant peut être très calme à la maison, mais le parent va te dire que non, l'enfant, il me ressemble, moi, il ne peut pas prendre les drogues. Pourtant, quand j'arrive, moi, je sais que l'enfant, là, il peut prendre les drogues, il est prédisposé. Comment un parent doit savoir que son enfant tend déjà vers les drogues? D'abord, il y a son comportement. Parce que la drogue change le comportement de tout être qui consomme la drogue. La drogue change le comportement, même si c'est n'importe quoi. La drogue change. Vous allez voir un enfant qui ne se lave plus. Il fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ce n'est pas normal. Il faut comprendre, il faut savoir le pourquoi il ne se lave plus. Pourquoi cet enfant dort dehors? Il passe la nuit avec qui? Et les parents ne se posent pas ce type de questions. Comment reconnaître, selon aussi les drogues? Parce que quand vous me demandez d'aider un parent, c'est par rapport aux drogues. Si je ne connais pas la drogue que l'enfant prend, je ne pourrais pas aider le parent. Vous comprenez un peu? Je ne pourrais pas aider le parent. Je dois savoir au moins c'est la drogue qu'il prend. Si c'est peut-être le chanvre, bon, le chanvre c'est une drogue douce. Ça dépend maintenant de ce qu'il associe avec. C'est là où je peux savoir, que je peux dire que non, comme il a associé ça, c'est ça qui donne tel comportement. C'est entendu. On va donner la dernière prise de parole sur ce plateau au docteur Noah, sociologue, enseignant à l'université de Yaoundé 1. Alors, on sort par quoi? Renforcer les garde-fous. Il n'y a pas d'autre conseil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la déviance n'existe que pour annihiler la norme officielle. Donc si on continue à entretenir une forme d'hypocrisie, on donne l'impression que la norme officielle semble être celle qui nous régit, alors nous laissons le terrain à la déviance, et en laissant le terrain à la déviance, elle finira par être instituée comme la norme. Voilà qui est dit. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. Également à Bingono, anthropologue patriarche qu'on a eu par téléphone. Nous avions également par téléphone Placide Chiga, chef service promotion de la femme, de la famille au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Également en ligne était avec nous Charles Lebon Nuesso, correspondant CRTV Nord. Également au bout du fil, Adamo Moussa, correspondant CRTV Extrême Nord à Marois. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.